Mais la définition de la crise, c'est que ça repart comme avant. Or là, je pense que c'est une catastrophe, c'est pas une crise. Ça repartira, j'espère, je pense, mais pas comme avant. Mais dans ce cas-là, on va voir qu'il y aura des règlements de compte, il y aura des gens qui auront manifesté leur courage et d'autres qui auront participé à la diffusion du virus. À écouter Boris Cyrulnik, les perspectives sont sombres. On est loin de la résilience chère à ce neuropsychiatre. En revanche, certaines voix, comme celle de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, sont plus optimistes. Le prélat voit dans la situation actuelle, en tous les cas c'est ce qu'il dit aux Parisiens, un moyen de réhabiliter la fraternité, de réfléchir au sens de l'existence, bref, de se ressaisir. C'est un avis que n'est pas loin de partager le philosophe Marcel Gauchet, qui, dans un long interview retrouvé sur Figaro Vox, s'exclame « Ah, si cette crise pouvait être l'occasion d'un vrai bilan et d'un réveil ». Que vivons-nous ? Dans les commentaires que vous nous avez adressés sur le Figaro et sur Facebook, vous n'êtes pas d'accord. Les uns parlent de crise, les autres parlent de catastrophe. Et là, il y a matière à débat, à mon avis. Alors, crise ou catastrophe ? De ce côté-là, les avis sont unanimes, il n'y a pas de débat, surtout quand on recourt à l'étymologie grecque. Vous avez vu les rues vides de Calcutta comme à Paris, comme à New York. C'est-à-dire que c'est une expérience, au sens strict du mot, ahurissante pour l'humanité. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Le monde est à l'arrêt. Ce qui nous arrive est une catastrophe. Je pense qu'effectivement, c'est le meilleur mot pour qualifier cet événement de la propagation mondiale de l'épidémie et de notre incapacité à y faire face. On est au-delà de l'humain. On parle de catastrophe naturelle, on parle de catastrophe sanitaire. Au sens étymologique grec, la catastrophe, c'est un bouleversement, c'est un renversement. Le virus n'est pas humain, il est naturel. Il dépasse l'humanité à tel point que l'humanité est obligée de se confiner, de s'extraire, de disparaître d'une certaine façon pour laisser la catastrophe s'estomper. Et c'est exactement ce que vous estimez en majorité sur Twitter. Si, selon Rollin, c'est d'abord une pandémie, Jean-Luc, lui, voit une remise en cause de l'idéologie mondialiste. Les progressistes vont en prendre un sacré coup, prédit-il. Est-ce votre avis ? En tous les cas, on a posé la question à nos débatteurs. La crise du Covid-19 est un peu la fin d'un monde. La fin de la mondialisation telle qu'elle a été pensée par les néolibéraux, la fin d'un monde où la souveraineté n'existe plus, la fin d'un monde où l'État-nation s'étiole au profit d'organisations supranationales. On voit bien que ça, c'est fini. Des principes sur lesquels nous vivons et qui peuvent être considérés par certains comme étant des dogmes, d'où le fait qu'ils puissent vivre cette crise comme étant une remise en cause profonde de leur certitude. Ces grands principes révolutionnaires, ce sont le rationalisme, le progressisme, l'indifférentisme culturel et moral, la mondialisation heureuse ou supposée heureuse avec le monde sans frontières, la division internationale du travail. On voit bien que malgré l'extrême sophistication de notre médecine, de notre technologie, de toutes sortes d'outils, là on est confronté à quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à maîtriser, et donc on est dans ce paradoxe d'une ultra-modernité, mais qui n'est pas suffisante pour vaincre la mort, quoi, pour le dire tout simplement. C'est-à-dire qu'on est rappelé à notre finitude, à notre fragilité, à notre vulnérabilité. Bernanos disait « Les optimistes n'ont pas pitié des hommes ». Et de ce point de vue-là, Boris Cyrulnik est très humain, tant il est inquiet pour l'avenir, tant il est inquiet pour la situation qui sortira de cette catastrophe. Sur Twitter, cet avis y est partagé. Alf prédit, par exemple, une crise économique grave, une récession, bref, je le cite, du sang et des larmes. Nous allons vers une crise puisqu'il y a eu un coup d'arrêt à notre économie, c'est ce que relève Rollin T. Alors, la situation va-t-elle être plus mauvaise ? Doit-on s'attendre au pire ? Là encore, débat. Et pourquoi pire et mauvais ? C'est étonnant comme idée. Là où nous en sommes, c'est mauvais. Il est très vraisemblable que nous allons connaître un effondrement économique ou des difficultés économiques
une crise sociale. J'ai évoqué l'arche de Noé. L'arche de Noé, après le déluge, Noé, sa famille, les animaux qui ressortent de là vont refonder un monde nouveau. Donc je crois qu'on a aussi cette idée en tête. Pendant qu'on est dans cette espèce de temps suspendu. C'est une question de volonté. Je pense qu'il ne faut pas être fataliste en disant qu'est-ce qui va advenir et puis on espère et puis on attend, on est attentiste et passif. C'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut en faire quelque chose? Est-ce qu'on va en tirer réellement des conséquences ou est-ce qu'on va préférer retourner dans une forme de confort ou de logique procédurale où on refait comme on a fait? Ça dépend aussi de la volonté évidemment politique, des arbitrages qui seront faits. Mais pour moi, il n'y a pas de fatalité. Si on veut en faire quelque chose, on en fera quelque chose. Gémir n'est rien, agir c'est tout. Là aussi, c'est une citation de Bernanos. Dans un autre registre, la revue Esprit, il y a maintenant 12 ans, en 2008, avait étudié en profondeur ce concept, cette notion de catastrophe, et l'avait comparé à la notion et au concept de crise. Et voici la leçon qu'Anne-Lorrain Bijon de l'Étang, à cette époque, avait tirée. Et c'est frappant qu'on ait fait ce numéro en 2008. C'est pas parce que Esprit est particulièrement visionnaire, c'est parce que 2008, c'était une crise économique, mais qui arrivait derrière l'ouragan Katrina aux États-Unis, le 11 septembre. Enfin, c'est comme si depuis le début du 21e siècle, en fait, on est tout le temps saisi par des catastrophes. Donc, on est déjà entré dans une sorte de pensée de la catastrophe, d'où, je crois, le succès de toutes les théories de l'effondrement, du collapse. On en a beaucoup parlé de ce moment de collapsologie. Est-ce qu'il était bon, mauvais, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'on s'attendait plutôt donc, à un effondrement écologique ou climatique et que là, on est saisi par un autre type d'effondrement avec l'épidémie, la pandémie. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Vers quoi s'oriente-t-on? Là encore, le débat est ouvert. C'est très ambivalent, si vous voulez, parce qu'on peut espérer que ça va être une sorte de prise de conscience, de réveil collectif, et qu'après tout ça, on vivra autrement, peut-être dans un rapport plus sage à la science et à la technologie, en même temps que, si vous regardez quelles ont été les réactions à l'épidémie jusqu'ici, ce sont aussi des réactions hyper technologiques, quoi. Pensez en Chine, le contrôle des populations, les caméras thermiques à l'entrée des métros, les drones pour prendre la température des gens. Donc, c'est un peu à double face, quoi. Bien évidemment qu'il en ressortira quelque chose de cette expérience commune qui nous relie tous, avec nos différences. Il en ressortira quelque chose de différent. Et encore une fois, c'est le sens originel du mot catastrophe en grec. Ça ne peut être qu'un bouleversement. Donc oui, il y aura nécessairement un renouvellement des rapports sociaux, un renouvellement des rapports de production, comme disait le vieux Marx, une nouvelle manière de faire de la politique et une nouvelle manière de vivre en société. C'est une crise de régime qui se profile, puisque ce qui va être discuté, ce sont les principes sur lesquels l'actuel régime repose. Alors qu'en pensez-vous? Partagez-vous ces points de vue? En tout cas, moi j'attends vos analyses, j'attends vos commentaires. Il y a suffisamment de matière à débat, en tout cas, à mon avis.